Les approches néo-gramsciennes. Le néo-gramscisme tire son nom de Gramsci, qui est donc un philosophe italien, un communiste italien, qui a réinterprété le marxisme d'une certaine façon. Les internationalistes néo-gramsciens vont à leur tour réinterpréter cette interprétation du marxisme. Et notamment, ils vont garder de Gramsci sa définition de ce qu'on appelle l'hégémonie. Vous savez que l'hégémonie, au sens réaliste du terme, donc au sens où on l'entend le plus couramment, c'est la domination du plus fort sur les autres. Donc l'hégémonie américaine, c'est le fait que les États-Unis aujourd'hui dominent le monde, si on est d'accord avec cette analyse. Pour les néo-gramsciens, c'est une lecture fondée de l'hégémonie, mais ça cache un certain nombre de mécanismes par lesquels l'hégémon assure son hégémonie. Et notamment, ça cache toute l'idéologie qui va avec la domination physique d'un État sur les autres. Donc l'hégémonie, c'est non seulement la domination physique, mais c'est surtout la domination symbolique, la domination identitaire, la domination véhiculée par des éléments immatériels, au point où elle est acceptée comme telle. Donc l'hégémonie telle que la définissent les néo-gramsciens, c'est une hégémonie qui est acceptée comme telle. Et c'est donc l'hégémonie qui n'est plus remise en cause, qui est tolérée, acceptée. Alors que dans la perspective réaliste, l'hégémonie, c'est une hégémonie brutale qui s'impose aux autres, qui sont contraints de se soumettre. L'hégémonie néo-gramscienne, c'est une hégémonie consentie, à laquelle les acteurs consentent. Pourquoi est-ce que les néo-gramsciens font cette différence? C'est parce qu'ils vont étudier tous les mécanismes qui sont à l'origine de cette acceptation de l'hégémonie. Aujourd'hui, l'hégémonie pour eux, elle est néolibérale, c'est une hégémonie d'une certaine classe dirigeante avec un certain nombre d'intérêts qui ont forgé une certaine idéologie, qui a conquis la planète entière et qui permet à cette élite de tirer profit des ressources partout sur la planète. C'est l'ordre néolibéral tel qu'on l'entend en général, dans la bouche des critiques de cet ordre néolibéral. Ce que vont faire les néo-gramsciens, c'est donc voir d'abord que c'est une hégémonie idéologique et s'intéresser aux mécanismes de diffusion de cette hégémonie. Et notamment, ils vont particulièrement regarder les organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, la façon dont ces institutions ont véhiculé une forme d'organisation politique néolibérale qui, en fin de compte, a contribué à globaliser l'hégémonie néolibérale. Également, donc, ils vont étudier concrètement l'influence du FMI, de la Banque mondiale sur les États et sur les modifications que ces États ont apportées à la façon dont, à la libéralisation du commerce, par exemple. Également, ils vont regarder tous les forums sociaux transnationaux qui réunissent, à Davos, par exemple, qui réunissent les élites économiques de ces pays. Donc, ils vont étudier l'hégémonie et les vecteurs de cette hégémonie, la constitution d'une classe entrepreneuriale transnationale et les organisations internationales. Ils vont également regarder ce qu'ils appellent des blocs contre-hégémoniques, tous les éléments de résistance à cette idéologie dominante néolibérale. Donc, ça va de Marcos, du commandant Marcos au Mexique, aux communautés autogérées d'Afrique, etc. Tous ces éléments-là, ce sont des facteurs de résistance à l'ordre néolibéral. Et autant ils vont s'intéresser à la façon dont l'hégémonie assure son hégémonie, convainc les gens d'adhérer à cette idéologie, autant ils vont regarder où se trouvent les facteurs de résistance à cette hégémonie et comment, à partir de ces éléments, construire peut-être un bloc contre-hégémonique. Très bien. C'est tout à fait merveilleux. J'ai une dernière question. Au fond, c'est de situer à l'intérieur des théories émergentes ou théories critiques, comment situer le constructivisme et comment le constructivisme s'inscrit ou non dans ces nouvelles approches? C'est une question qui est débattue, qui a des conséquences importantes sur comment on conçoit le constructivisme. Le mieux, et c'est ce que je préfère faire, c'est de présenter les variantes du constructivisme. Pourquoi est-ce que c'est débattu? C'est parce que le constructivisme, par son nom même, suppose un intérêt pour la construction sociale de la réalité. Et donc je vous ai dit que les approches
critiques, elles avaient ce point en commun de s'intéresser à la construction sociale de la réalité. Donc, à ce titre, le constructivisme est une approche critique. Et ça va être probablement la principale des approches critiques. Les auteurs constructivistes vont s'intéresser à l'impact de l'identité sur les relations internationales. Comment on peut vivre dans un certain type de rapports qui sont construits par l'accumulation des échanges entre différents acteurs, la répétition de ces échanges, et qui vont aboutir à ce qu'on pourrait appeler une culture particulière, une culture anarchique, par exemple, comme à la façon de Wendt, une culture hobbesienne ou une culture kantienne. Une culture hobbesienne, c'est lorsque il y a des États qui se voient, qui se perçoivent comme ennemis. C'est le cas par exemple de l'Israël et de la Palestine aujourd'hui. Alors que dans d'autres contextes, au fil de leurs interactions, les États peuvent construire d'autres types de cultures. Par exemple, une culture que Wendt désigne comme kantienne, c'est-à-dire une culture où les relations entre les entités sont vues comme amicales, où la guerre est proscrite. Par exemple, le Canada ne va jamais rentrer en guerre contre les États-Unis. C'est quelque chose qui est sorti de l'espace mental des dirigeants et des populations. Entre le Canada et les États-Unis, il y a donc un type de culture qu'on pourrait désigner comme kantienne. Donc vous voyez ce que font les constructivistes, ils s'intéressent à la construction sociale des relations internationales. Partant de ce point de départ, il y a d'autres approches constructivistes plus critiques, plus proches du post-positivisme. Autant Wendt, par exemple, le dit explicitement, il est un positiviste en termes épistémologiques. Là où il se rapproche des théories critiques, c'est lorsqu'il considère que les États peuvent... L'anarchie est ce que les États en font, pour le reprendre. C'est-à-dire que là, ça le rapproche des approches plus post-positivistes. Mais en termes épistémologiques, il ne renonce pas à dire quelque chose qui est vrai ou faux. Il pense qu'il y a effectivement devant lui, ou bien entre les États, la constitution de différents types de relations, des cultures anarchiques. Également, deuxième point commun du constructivisme avec le positivisme, avec les approches plus réalistes, libérales, etc., c'est le fait qu'il est statocentré. Donc il a une approche qui donne aux États le monopole de la représentation sur la scène internationale. Il ne s'intéresse pas à la façon dont les individus construisent les cultures anarchiques, ou la façon dont le dirigeant peut être influencé par ces cultures anarchiques. Il prend l'État comme unité d'analyse. Et c'est explicitement lié au fait qu'il veut répondre à Waltz. Waltz ayant écrit Theory of International Politics en 1979, je vous ai dit que c'était un ouvrage des plus importants pour la discipline. Wendt veut répondre à Waltz et inconsciemment prendre la place de Waltz en écrivant Social Theory of International Politics. Donc il partage un grand nombre en fait de points communs avec Waltz, même s'il en problématise aussi un très grand nombre d'autres. Contre ce constructivisme qu'on peut appeler soft, ou constructivisme mou, il y a un constructivisme plus critique, qui, lui, s'intéresse à la façon dont, par exemple, des objets vont être sécurisés ou sécuritisés dans une perspective donc, de constructivisme critique. C'est par exemple le constructivisme critique, c'est un constructivisme qui part du fait que la réalité sociale est construite, mais va plus loin que Wendt. Et notamment, elle s'intéresse à d'autres types d'acteurs. Et considère également que les analyses qui sont données ne sont que des interprétations, et non pas une explication de la réalité telle qu'elle est. Donc ils vont problématiser beaucoup plus clairement le rôle du chercheur dans son environnement et dans son rapport avec l'objet d'étude. Et par exemple, typiquement, une analyse constructiviste critique va s'intéresser à la façon dont on sécurise des objets, la façon dont on construit un objet quel qu'il soit comme un enjeu de sécurité. C'est, par exemple, le migrant, jusque dans les années 70, 80, c'était un objet qui n'était pas sécurisé, sécurisé. Il était vu comme une force économique, une ressource économique. Pour des raisons complexes, dans les années 80 et 90, il y a tout un discours politique, un certain nombre de représentations qui s'imposent et qui sécurisent
le migrant. Et le migrant devient donc une menace, devient un enjeu de sécurité. Il devient observé, on le soupçonne de terrorisme, etc. Jusqu'aux années 90, c'était quelque chose qui n'était pas dans le radar mental, disons, des dirigeants. Donc, typiquement, un constructivisme critique, c'est un constructivisme qui va s'intéresser à la façon dont cet objet-là a été sécurisé.